Bonjour et bienvenue dans les 4V, Yaël Braun-Pivet. Bonjour. Ça fait quasiment un an maintenant que vous présidez l'Assemblée nationale. Est-ce que quand vous vous adressez aux 88 députés du Rassemblement national, vous avez le sentiment de vous adresser à des héritiers de Pétain ? Alors, quand je m'adresse aux députés du Rassemblement national, je m'adresse à eux comme je m'adresse à tous les députés. Ils ont été élus par le Français et je dis depuis le début que je ne fais pas le tri entre les députés. Cela étant dit, j'ai effectivement... Je fais référence au propos d'Elisabeth Borne, bien sûr, qui là-dessus... dit qu'elle ne croit pas du tout à la normalisation du RN, que le parti y met maintenant les formes, mais que c'est une idéologie dangereuse, l'héritier de Pétain. Vous savez, moi j'aime beaucoup l'histoire. Et l'histoire, ça nous permet de savoir d'où l'on vient, pour savoir qui l'on est et où on va. Et évidemment, lorsque l'on regarde l'histoire du Rassemblement national, on a des affinités, une création qui remonte avec des affiliés à Pétain, avec un Waffen-SS qui était M. Bousquet, Yatik Sévinancourt, M. Jean-Marie Le Pen. Tout cela, effectivement, s'inscrivait dans l'héritage de Pétain. Est-ce qu'aujourd'hui, vous mettez un signe égal entre le FN de 1972 et le RN de 2023 ? Moi, je n'ai pas... j'aime bien l'histoire, mais je ne suis pas historienne, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas politologue, je suis une femme politique. Donc, je n'ai pas à qualifier les uns et les autres. Ce que je combats aujourd'hui, en 2023, ce n'est pas l'histoire du Rassemblement national, mais ce sont ces idées qui restent radicales, ces idées qui restent des idées d'exclusion de l'autre. Ça reste un parti raciste ou pas, le Rassemblement national ? En tout cas, ça reste un parti qui prône la préférence nationale comme élément clé de son programme, qui... souhaite avoir une réduction drastique, voire une réduction totale de toute immigration. Donc ça reste un parti d'exclusion de l'autre, oui. Bon. Ce qui est sûr, c'est que cette Assemblée nationale, le pluriel, avec le RN, avec LFI, avec Liot, avec les autres, sans majorité absolue, donne du fil à retordre au gouvernement. Et on va parler de la proposition de loi de ce fameux groupe Liot, dont l'examen commencera demain en commission et qui sera débattu en principe le 8 juin dans l'hémicycle. Texte qui prévoit d'abroger la réforme des retraites. Ma question est simple, Madame Braun-Pivet. Les députés pourront-ils, oui ou non, voter sur ce texte le 8 juin ? Alors, c'est en cours de discussion, pour tout vous dire. Et moi, en tant que présidente de l'Assemblée nationale aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous répondre simplement à cette question parce que cette proposition de loi, la presse s'en est fait l'écho, pose une vraie difficulté en termes de recevabilité puisqu'elle contrevient au fameux maintenant article 40. On ne va pas faire un cours de droit classique, mais en gros, il y a l'article 40 qui dit peut-être que ce texte est irrecevable. Non, l'article 40, il dit les parlementaires ne peuvent pas créer une charge au niveau de l'État. Ce texte crée une charge, si le texte des retraites, une dépense, il créerait une dépense de 18 milliards. Donc, de toute évidence, il crée une charge. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a saisi le président de la Commission des finances qui doit statuer. Qui est Éric Coquerel, LFI, qui va se prononcer aujourd'hui. Oui, mais ça fait une semaine qu'il est saisi. Le texte, il vient en examen demain. Il aurait pu se prononcer avant. Et c'est la raison pour laquelle moi, je ne peux pas vous répondre. Parce que... si, vous allez pouvoir me répondre. Mais non, parce que moi... Parce qu'Éric Coquerel, on sait ce qu'il va dire. Il a publié une tribune. Il va dire, c'est pas à moi de refuser. Et le droit de l'opposition, c'est d'aller jusqu'au vote. Vous voyez, ça me pose deux difficultés en tant que président de l'Assemblée nationale. D'abord, un président de commission, quel qu'il soit, doit remplir au premier chef ses fonctions. Et donc, s'il a une décision à rendre, il ne la rend pas dans une tribune au Monde, il la rend en écrivant un courrier à la présidente de la commission des affaires sociales. Sur la forme. Oui, mais c'est très important, les formes, quand vous exercez des fonctions. Vous ne décidez pas et vous ne communiquez pas d'abord dans les médias avant d'avoir rendu votre décision formelle. La deuxième chose, c'est que l'article 40, il est d'interprétation stricte. Est-ce que ça crée une charge ou pas ? Est-ce que ça crée une dépense ou pas ? Il n'y a pas à avoir une interprétation politique. En fait, notre rôle en tant qu'élu, c'est d'appliquer la loi telle qu'elle existe. Ça n'est pas d'appliquer la loi telle qu'on voudrait qu'elle soit. Moi, je vois, M. Coquerel aimerait que l'article 40 n'existe pas. Très bien, c'est son droit. Mais aujourd'hui, cet article, il existe, il doit l'appliquer. Et s'il remplit pleinement sa mission institutionnelle, il devrait déclarer la proposition de loi, ou à tout le moins l'article 1, irrecevable. C'est très clair. Donc, hypothèse 1, il applique l'article 40, il n'y a pas de vote, l'affaire est pliée. Hypothèse 2, il ne le fait pas. Est-ce que vous empêcherez ce vote à ce moment-là dans l'Assemblée ? Nous en discuterons à l'Assemblée nationale au sein des organes compétents. Et moi, je ne vais pas faire comme M. Coquerel. Je ne vais pas dire dans les médias ce que je vais faire. Mais en tout cas, moi, j'ai
une seule boussole, c'est notre Constitution, la règle de droit, le règlement de l'Assemblée nationale. Vous ne trouvez pas que ça sent la tambouille, que ça sent l'embrouille, que ça sent le bidouillage, tout ça? Mais justement, moi c'est ce que j'entends, et j'entends même des gens dire ce serait antidémocratique d'empêcher le vote. On entend ça. J'ai envie de vous dire, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue parce que c'est l'application de la loi et de la règle. Et il n'y a rien de plus démocratique que d'appliquer la loi. Donc si on applique la loi, il n'y aura pas de vote sur ce texte, on est d'accord? Mais il ne doit pas y avoir de débat sur cet article qui est clairement anticonstitutionnel. Donc si Éric Coquerel ne prend pas ses responsabilités, est-ce que vous, en président de l'Assemblée nationale, vous prendrez les vôtres? Bien sûr. Donc il n'y aura pas de vote? Écoutez, nous verrons, mais en tout cas, je prendrai mes responsabilités. C'est la raison pour laquelle je suis présidente de l'Assemblée nationale et c'est ce qu'attendent de moi mes collègues et surtout les Français. Donc si on suit votre raisonnement, il n'y aura pas de vote. En tout cas, ça prouve qu'il y a peut-être des choses à nettoyer dans la Constitution. Il y a le Brun-Pied. Vous avez été mandaté par le chef de l'État avec le président du Sénat pour préparer le terrain à une réforme des institutions. C'est quoi le calendrier de cette réforme? Nous nous sommes réunis avec le président de la République et le président du Sénat. Et effectivement, le président de la République souhaite voir s'il y a des points de convergence. Donc, l'idée, c'était de voir avant la fin de l'année si nous étions capables de nous réunir sur un certain nombre de points. Moi, je pense que c'est important de travailler cette question. C'est ce que nous disent tous les jours nos compatriotes. Il y en a beaucoup qui disent que ce n'est pas trop le moment. Bruno Le Maire dit que ce n'est pas trop le moment. Certains disent ça, mais vous voyez, moi j'entends surtout nos concitoyens qui nous disent quoi? Ils sont mal représentés, on ne les écoute pas assez, on ne les consulte pas assez. Donc moi je crois que ce sujet de notre vie démocratique au XXIe siècle doit être mis clairement sur la table. Est-ce que vous souhaitez permettre, comme le voudraient les Républicains, qu'il puisse y avoir peut-être demain un référendum sur l'immigration? Aujourd'hui, la Constitution ne le permet pas. Alors moi, je suis favorable à ce qu'il y ait une extension, effectivement, des possibilités de référendum et qu'on les utilise beaucoup plus. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Après, sur chaque référendum, il faudra bien faire attention à savoir quelle est la question qu'on pose aux Français. Il serait absurde de leur dire « êtes-vous pour ou contre l'immigration ?» Ça ne rime à rien. Il vous convient le projet LR ou pas sur l'immigration? Alors, non, il ne me convient pas parce qu'il nous fait sortir d'un cadre collectif qui est le cadre de l'Union européenne. Il nous fait sortir de ce cadre qui, à mon sens, sur l'immigration, est le seul pertinent pour pouvoir avoir une politique qui soit efficace. Donc vous n'êtes pas convaincu, même s'il faut une main tendue aussi, vous dites à LR aussi, comme le dit Gérald Darmanin? Alors vous savez, moi je suis une femme qui prône continuellement le compromis, donc sur tous les sujets, et sur celui-là comme sur les autres, il faut qu'on arrive à travailler ensemble. C'est la raison pour laquelle les Français nous ont élus, et c'est surtout si de part et d'autre on considère à tout le moins qu'on fait un constat partagé, qu'on a des objectifs à atteindre, je pense qu'on doit être capable en responsabilité de trouver un chemin partagé également. On va parler un peu de vous, Yaël Braun-Pivet. Est-ce que vous êtes toujours macroniste? C'est une drôle de question. C'est une question que se posent beaucoup de personnes, à commencer par Gérald Darmanin, si on en croit le Figaro. Visiblement, dans votre famille politique, certains en doutent. Je maintiens, c'est une drôle de question. Moi, je me suis engagée parce que je croyais au dépassement des clivages, au rassemblement des idées, des énergies, plutôt qu'aux vieilles querelles de partis. Et donc, je suis résolument engagée derrière le président de la République depuis 6 ans et aujourd'hui plus que jamais. Sans l'ombre d'un doute? Sans l'ombre d'un doute. Parce que le Canard, la semaine dernière, titrait, vous avez dû voir une frondeuse au perchoir. Mais vous savez, ça n'est pas parce que vous exprimez des convictions qui sont... en plus en cohérence avec qui vous êtes et ce en quoi vous croyez, que vous êtes une frondeuse. Bien au contraire, je crois que c'est ainsi que je sers pleinement mon pays, ma majorité, le président de la République. On peut ne pas être d'accord sur tout sans être déloyal pour autant, c'est ça? Exactement, vous le dites beaucoup mieux que moi, merci. Dans toutes les rédactions, pourtant dans tous les services politiques, on sait que dès qu'Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, peut vous envoyer un scud, elle s'en prive pas. Il y a eu Chirac-Balladur, il y aura Braun-Pivet-Berger. C'est quoi le problème entre vous? Pour moi, il n'y a pas de problème particulier. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Ces éventuelles petites bisbilles. Moi, et vous vous parlez encore toutes les deux? Bien sûr qu'on se parle. On se voit dans quelques minutes après votre émission. Mais en tout cas, moi, je pense que les Français veulent qu'on fasse de la politique différemment. Ils veulent qu'on travaille, qu'on soit à nos fonctions. Et je ne doute pas que chacune d'entre nous Donc les petites piques, les petits pots de banane, ça ne vous gêne pas? Je n'y fais strictement aucune attention, elle ne me touche pas, elle ne m'intéresse pas. Je pense que faire de la politique, c'est travailler dans le sens de l'intérêt général et ne s'intéresser qu'à ça et y consacrer 100% de son énergie. Dernier point, Yaël Braun-Pivet, vous êtes avocate de formation, on parle beaucoup de la création d'un délit d'homicide routier, on en parle avec notre expert de 7h15 tout à l'heure. Est-ce que c'est une bonne chose?
Je pense qu'en tout cas, ça répond à une vraie demande et à une réalité aujourd'hui qui est que les accidents de la route dus à l'alcool ou à la drogue sont en Deuxième augmentation. et troisième cause de mortalité. Sont en augmentation avec les dégâts qu'on connaît. Et donc, il faut avoir une réponse extrêmement ferme. La réponse extrêmement ferme, vous avez dit que vous étiez pour le zéro alcool et le zéro drogue. Vous maintenez ça? Bien sûr que je le maintiens, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il faut être très clair. Lorsque vous êtes au volant et lorsque vous n'avez pas tous vos moyens, vous êtes un danger public. Et dans mon département, il y a eu, il y a quelques jours, une petite fille de 6 ans qui est décédée à Trappes. C'est tragique. Et c'était un accident dû à la drogue. Il faut que ça cesse. Et donc, il faut que la réponse pénale soit implacable. Et si effectivement, en créant un nouveau délit, cela permet d'envoyer un message sans aucune ambiguïté à tous ceux qui prennent le volant, eh bien, ça ira dans le bon sens, évidemment. 0 gramme d'alcool, pas une goutte d'alcool avant de prendre le volant, c'est une opinion personnelle ou c'est une prise de position politique? C'est forcément une prise de position politique. Effectivement, moi, je pense que c'est une bonne chose. Vous savez, ce que je disais, j'ai vécu au Japon, mais il y a d'autres pays, il y a beaucoup de pays, notamment en Europe de l'Est, qui pratiquent le zéro alcool. Vous savez que, et je ne le propose pas, mais ils sanctionnent également les passagers qui ont le permis de conduire et qui ont pris place dans une voiture conduite par quelqu'un qui est alcoolisé, parce qu'on considère que tout le monde est responsable et qu'on a un rôle à jouer. Moi, je crois qu'en tout cas, il faut avoir une vraie réflexion là-dessus, parce que, à nouveau, c'est des vies qui sont brisées, c'est des drames absolus, avec nos 3 policiers qui sont morts récemment également, et donc il faut que ça cesse, et donc il faut que la parole publique soit très claire là-dessus. Merci, Hélène Braun-Pivet, d'être venue dans les 4V. Merci à vous et bonne journée.